Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le rendez-vous événement Marseille Politique en partenariat avec le journal La Provence. Notre invité, Franck Alizio, bonsoir. Bonsoir. Député Rassemblement National de la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône, merci d'être notre invité. Sur ce plateau, Aurélien Viers, directeur de la rédaction de La Provence. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Merci d'être là pour co-animer cette émission Marseille Politique dans laquelle nous parlerons insécurité avec notamment la question des caméras de vidéosurveillance ou encore cette annonce de la mairie des Pennes Mirabeau, instauration d'un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans. On parlera aussi politique avec les ambitions du Rassemblement national dans la région. Marseille Politique, c'est parti. C'est l'actualité de la journée. Le maire des Pennes Mirabeau annonce qu'il met en place à partir de ce soir 23 h un couvre-feu. Les mineurs de moins de 13 ans n'ont pas le droit d'être dans la rue, pas accompagnés entre 23 h et 6 h du matin à partir de ce soir et jusqu'au 31 août. L'objectif qui a été expliqué, mis en avant par la mairie, c'est de responsabiliser les parents. Franck Alizio, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, signe avec ça, j'ai envie de vous dire. Si avec ça. Le week-end dernier, c'était le vieux monsieur Aboubacar Diallo qui était également pris à partie, agressé par, encore une fois, des jeunes mineurs. Dans un hall. Dans un hall, chez lui, alors qu'il est là-bas depuis 28 ans. Et maintenant, il dit, je vais devoir partir. Vous voyez, l'insécurité, les agressions, ça ignore la couleur de peau, la religion. Voilà, c'est tout le monde qui est touché. Surtout Marseille, de partout. Le même week-end à Benza, la cité à Pont-du-Vau, la résidence à Pont-du-Vau, qui est à quelques centaines de mètres de l'école primaire où j'ai été quand j'étais petit, l'école Sacomand. Un mort, un blessé. Bon, on n'a pas trop bien compris. La Provence en a parlé. On ne sait toujours pas exactement ce qu'il en est. 2 infirmières agressées à l'hôpital Nord. Pour vous donner une idée, le nombre d'infirmières agressées sur les 10 dernières années dans notre pays, multiplié par 2. J'oublie pas non plus que depuis 10 ans... Oui, là, on ne parle pas de mineurs de moins de 13 ans. Depuis 10 ans, dans notre notre ville, dans les quartiers nord de Marseille, les élèves juifs ne peuvent pas être, les enfants juifs ne peuvent pas être protégés. C'était le proviseur, M. Bernard Ravet de mémoire. Sur le couvre-feu des mineurs, est-ce que c'est une mesure efficace ou pas? Non, mais c'est tout cet ensemble. Alors, tout ce qui peut améliorer les choses sont les bienvenus. Un couvre-feu, honnêtement, ça fait partie des propositions que l'on soutient au Rassemblement national. Donc c'est une idée, ça ne résoudra pas tout, évidemment, mais c'est une idée. L'idée, c'est de remettre au cœur du dispositif, au cœur de la loi, la responsabilité de ces mineurs et la responsabilité de leurs parents. Donc un couvre-feu, ça responsabilise les parents. Et par exemple, une autre proposition parmi tant d'autres, mais la suspension des allocations familiales pour les mineurs délinquants lorsqu'il y a récidive, on parle que des récidivistes. Ce serait également une proposition que l'on soutient. Est-ce qu'il faudrait instaurer un couvre-feu à Marseille pour les mineurs de moins de 13 ans ? Vous y seriez favorable ? Il faudrait faire beaucoup, oui, entre autres, un couvre-feu après 22 h pour les mineurs. En tout cas, dans les quartiers où il y a le plus de délinquance et de criminalité, oui. Ok, on va reparler insécurité et trafic de drogue. Il y a une opération Place Nette en cours, menée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Est-ce que, selon vous, c'est aussi une opération efficace à court, moyen, long terme ou pas ? C'est avant tout, je l'avais dit, c'est un plan com XXL. C'est avant tout un plan com. Demandez aux forces de l'ordre. Ils vous diront que ça les épuise, ça les engage pour, en réalité, 4000 hommes sur le terrain. Moins de 900 interpellations, mais surtout c'est beaucoup, quand même. 49 écroués. Donc 6% des personnes interpellées sont aujourd'hui des appartements de nourrices, écrouées. Des grossistes qui sont... Honnêtement, on a envie de dire tout ça pour ça. Et surtout, l'autre problème, le plus important dans cette opération, c'est qu'on n'a fait que déplacer le problème dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, parce que le problème s'est souvent déplacé dans la cité à côté, ou dans la commune à côté, ça peut être à Vitrolles-la-Marignane, enfin, les communes autour peuvent avoir des problèmes, les Pennes Mirabeau, c'est Est-ce que vous avez des solutions pour lutter contre le trafic ? Et vous avez un déplacement dans le temps, parce qu'on sait très bien que jusqu'au 9 mai, c'est-à-dire jusqu'au départ du président de la République qui va venir pour l'énième fois, la 14e fois à Marseille, l'opération va à peu près tenir. Après le 9 mai, qu'est-ce qui arrive ? On ne sait pas, ou plutôt on sait.
on va nous retirer les forces et tout va recommencer comme avant. Et ils vont être de retour. Les dealers là, sont déjà de retour. Ce qu'il faut, c'est changer de braquet. Oui. Et dans quelques jours, dans quelques semaines, avec ma collègue Gisèle Lelouis, députée des Bouches-du-Rhône également, de Marseille, nous ferons des propositions. Nous ferons de véritables propositions pour un véritable plan. Cette fois-ci, ce ne sera pas Place Nette, ce ne sera pas Marseille en grand, ce sera Marseille en ordre. Un mot sur Place Nette, avec quand même des centaines d'interpellations, des kilos, des dizaines de kilos de résine de cannabis saisie, pareil pour la cocaïne. On ne peut pas nier qu'il y ait eu une certaine efficacité parce qu'on est bien au-dessus en termes de saisie et d'interpellation que la norme habituelle. Et encore heureux qu'une énorme opération coup de poing comme celle-ci ait rapporté quelque chose. Et moins de règlements de compte aussi. Vous savez très bien. Encore une fois, espérons que ça dure. Il faudrait quelque chose de plus durable qu'un grand coup comme ça, médiatique. Vous savez, dans les interpellés, il y avait également beaucoup de gens qui n'avaient rien à voir avec le trafic de drogue. Il fallait faire du chiffre. C'est cette politique du chiffre qui épuise nos forces de l'ordre et qui leur donne un sentiment d'inefficacité, d'inutilité, parce qu'ils se disent mais pour combien de temps et ça sert à quoi, et au final il y en aura combien qui seront sur les barreaux et ils ressortiront dans combien de temps. Et puis sur le trafic de drogue, vous avez une vraie question, c'est que tant qu'on ne contrôlera pas les frontières, on ne fera que vider la mer à coups de petite cuillère. Le vrai contrôle, c'est les frontières, le vrai contrôle, c'est le nombre de places de prison dans le pays et le contrôle des frontières du pays. C'est comme ça qu'on aura une véritable solution, enfin en tout cas un véritable début de solution sur le trafic de drogue. Mais c'est un long travail. Ça nous amène au discours d'Emmanuel Macron, dont tu vas parler dans un instant, Aurélien. Mais avant cela, un mot sur les caméras de vidéosurveillance avec plusieurs centaines qui vont être mises en place par la mairie de Marseille. On sait que la droite est pour, originellement la gauche est contre, et la mairie de Marseille a un peu tardé à les installer. Finalement, il va y en avoir plusieurs centaines d'ici 2026 déployées principalement dans le centre-ville. Est-ce que selon vous, c'est efficace ? Les caméras de vidéosurveillance, oui, c'est efficace. Elles le sont de plus en plus. Il faudrait passer maintenant, on a à peu près 20 ans de retard sur les caméras de vidéosurveillance. Maintenant, peuvent être intelligentes. Elles peuvent être couplées avec l'IA. Ça peut être beaucoup plus efficace, mais surtout, combien de temps perdu par cette mairie socialiste qui a cédé aux éléments les plus gauchistes chez elle en refusant par pure idéologie à son arrivée au pouvoir de continuer et d'accélérer sur les caméras de vidéosurveillance. Elle a fait un moratoire. Un moratoire, c'est de la folie. Ce que dit le maire, c'est qu'il a mis des hommes derrière les caméras dans les centres de surveillance alors qu'avant il y en avait moins. Quoi. Enfin, il fallait faire les deux. C'est une excuse, on le sait très bien. Il a refusé et de ses... Darmanin n'est pas mon ami, mais Gérald Darmanin a proposé une aide d'1 million d'euros. Vous voyez, je ne suis pas sectaire. Et elle a été refusée par la mairie. Et maintenant, la mairie, que de temps perdu. Elle a perdu quasiment un mandat et maintenant, elle se rend compte que tout compte fait, c'est efficace. Et on est très très loin du compte. Il faudrait 3 fois plus de caméras de vidéosurveillance pour être à peu près dans la moyenne. 3 fois plus de caméras de vidéosurveillance à Marseille. Aujourd'hui, on est péniblement à 1600. Rien n'a été fait depuis 3 ans. Quel gâchis. On va parler dans un instant de la vision de l'insécurité du Rassemblement national d'une manière générale, mais concrètement à Marseille, caméra de vidéosurveillance, vous êtes pour, et qu'est-ce que vous feriez localement, concrètement, pour mettre fin à cette insécurité comme type de mesure, sans parler immigration, parce que là on est vraiment sur du national. Il faut mettre le paquet, sur la police municipale. Il faut continuer à investir sur la police municipale. La sectorisation, c'est bien, mais ça commence maintenant. Donc on est à moins de 2 ans des élections municipales. Suivez mon regard. Le nombre de policiers municipaux à Marseille, c'est scandaleux. C'est la moitié de ce qu'il faudrait avoir pour être dans la moyenne. Il faudrait qu'ils soient plus soutenus, il faudrait qu'ils soient davantage équipés. La police municipale, déjà, c'est la base. Et puis après, il faut quelque part harceler, vous savez, Pasqua disait terroriser les terroristes. Il faut harceler les délinquants, harceler les criminels. Il faut les marquer à la culotte, il faut être sur le terrain, sur le trafic de drogue. La mairie de Marseille, depuis 3 ans, son grand sujet, c'était d'installer une salle de shoot. Eh bien moi, mon grand sujet, ça aurait été de multiplier par 2 le nombre de policiers municipaux. Merci. On va passer à la partie politique avec le discours de Macron qui rentre en campagne. Le président a fait un grand discours à la Sorbonne. On va l'écouter dans un instant, je crois, Sophie. Il a notamment appelé à retrouver la maîtrise de nos frontières. On va peut-être l'écouter. On va l'écouter et ensuite tu poses tes questions, Aurélien. Cette Europe de la puissance, c'est celle tout à la fois de la défense
et de la protection de nos frontières. Et c'est un changement de paradigme profond sur le fait que nous, Européens, si nous voulons résister à ce changement de règles, à cette escalade de la violence, à cette désinhibition des capacités sur notre continent et au-delà, eh bien nous devons nous adapter en termes de concepts stratégiques, de moyens, et nous devons retrouver la maîtrise de nos frontières pleinement, entièrement, et l'assumer. Discours d'Emmanuel Macron, Aurélien, donc. Oui, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement? Est-ce que ça vous rappelle vos thèmes? Est-ce qu'il y a un changement stratégique majeur de la part du président qui veut réaffirmer la sécurité à nos frontières? Il y a deux sujets, il y a deux choses qui m'interpellent. Quelque chose sur le fond, quelque chose sur la forme. Le quelque chose sur le fond, oui, vous l'avez compris, enfin, on va arriver comme un 33 tonnes, mais bon, c'est évident. Je veux dire, pendant combien de temps le président de la République va parler comme Marine Le Pen et gouverner et agir et penser comme François Hollande? Voilà. Il parle comme Marine Le Pen, mais ça fait 7 ans qu'il parle quasiment comme Marine Le Pen. Alors là, il y a l'énième virage. Maintenant, on parle patriotisme, on parle souveraineté, on parle sécurité sur l'Europe. Mais qu'est-ce qui a été fait? L'Europe d'aujourd'hui, c'est l'Europe de Macron. Bon. Et depuis 7 ans, l'Europe de Macron ressemble à l'Europe de Hollande. Rien n'a été fait. Madame von der Leyen, la présidente de la Commission, c'est la mine de Monsieur Hollande. C'est lui qui l'a mise en place. Qu'est-ce qui s'est fait dans ce sens-là depuis 7 ans? Après le Covid, vous vous rappelez, on faisait que parler patriotisme, souveraineté, frontières. Rien n'a été fait. Nos frontières sont toujours des passoires et le seront toujours. Et le problème de la drogue l'illustre parfaitement. C'est quoi l'Europe de Bardella, l'Europe de Le Pen? L'Europe de Bardella, l'Europe de Marine Le Pen, c'est l'Europe de la sécurité des Européens. C'est l'Europe des frontières doublement contrôlées. C'est-à-dire contrôlées aux frontières nationales et contrôlées aux frontières européennes grâce enfin à un Frontex, le système de protection des frontières européennes, efficace. Pour la preuve, on a l'ancien directeur de Frontex qui est chez nous aujourd'hui, qui va travailler avec nous. Voilà, une Europe qui n'est pas celle économiquement, qui n'est pas celle de la décroissance, mais qui est celle de la croissance, qui est celle de l'innovation, qui est celle de la protection de nos entreprises, qui est celle du pouvoir d'achat, voilà, et aider les nations à produire, pas à céder à la décroissance, au wokisme. Et puis, encore une fois, l'Europe de la sécurité, des protections, des frontières. Si on a fait l'Europe ensemble, c'est justement pour protéger les Européens et pour protéger l'Europe. Eh bien, voilà, le président de la République, il en est convaincu, mais ça fait 7 ans qu'il fait l'inverse. Vous pensez que l'Europe est en partie responsable de l'importance du trafic de stupéfiants à Marseille ? Évidemment, évidemment, mais c'est les frontières, c'est pas l'Europe, c'est les frontières. C'est le fait que les frontières sont des passoires. De même que la délinquance, je suis désolé, mais tout à l'heure vous me disiez on va parler de local, vous avez raison, on a parlé de local. Mais tant qu'on ne voit pas l'éléphant dans le studio qui s'appelle l'immigration et qui fait que, c'est pas mes chiffres, c'est les chiffres de l'ancienne préfète de police à Marseille, Madame Cabilleri. C'est pas une amie, encore une fois, c'était la représentante de Monsieur Darmanin qui nous expliquait que 2 délinquants sur 3 sur la voie publique à Marseille sont des étrangers. Eh bien, ça pose le problème aussi de l'immigration. Ça aussi, c'est un problème européen, l'immigration. L'immigration et la sécurité, c'est un problème à résoudre au niveau national, à niveau européen. Vu qu'au niveau européen, ça ne marche pas, autant renationaliser ces questions. Au Danemark, ils ont renationalisé la question de l'immigration, ça marche bien. Hein. Et concernant la drogue qui est notamment stockée dans les quartiers nord à Marseille, vous nous expliquez le cheminement ? Le contrôle des frontières et en quoi la drogue n'arriverait pas, vous nous expliquez, est-ce que le problème ne serait pas repoussé dans un autre secteur? Par définition, si vous contrôlez l'entrée de nos frontières, par définition, vous allez faire beaucoup plus de saisies. Il n'y a jamais eu autant de saisies de drogue que pendant le confinement, parce qu'on avait rétabli nos frontières, y compris entre la Belgique et l'Allemagne. Alors je ne parle pas de ce qui arrive du côté du Maroc, évidemment. Est-ce qu'il y a assez de douaniers à Marseille pour contrôler les arrivées maritimes, par exemple? Non, évidemment qu'il faut embaucher des douaniers. Ça, c'est un sujet national également. Mais il faut évidemment embaucher beaucoup plus de douaniers. Il faut refaire des frontières. Il faut recontrôler ces frontières. On va passer à la politique marseillaise. Les élections municipales, c'est dans 2 ans. Monsieur Franck Alizio, serez-vous candidat à la mairie de Marseille? Comment vous dire? Je suis Marseillais. Je suis né, j'ai grandi, je vis à Marseille. Je suis allé à l'école à Marseille, je vous l'ai dit tout à l'heure. Marseillais depuis 3 générations. Vous savez, du côté de ma mère, on était rapatriés, du côté de mon père piémontais. On fait partie de ces Marseillais qui ont fait Marseille, qui ont reconstruit Marseille, qui ont travaillé. Voir aujourd'hui Marseille s'écrouler, être dans la situation, voir Marseille se défaire quand on l'a fait, ça prend au cœur. Voilà, ça prend au tripes, ça prend au cœur. Donc évidemment que je ne peux pas rester tranquille à regarder en spectateur comme ça.
Vous le savez, je crois qu'il l'a dit dans les colonnes de votre journal, Jordan Bardella, le président de mon parti, m'y encourage. Marine Le Pen vous a adoubé aussi également? Marine Le Pen m'y encourage également, mais pour l'instant, il n'y a pas une question d'adoubement. Il y a une commission nationale d'investiture, elle se réunira bien plus tard. Moi, j'y réfléchis. C'est une décision difficile parce que si j'y vais, c'est pas pour compter les points, c'est quelque chose, voilà, si on y va, je fais jamais les choses à moitié. Mais, comment vous dire, le plus sincèrement du monde, si j'y vais, c'est pour gagner. Et on voit avec une équipe, avec un projet, si j'y vais, c'est pour gagner. Regardez, voilà, on voit ça s'affiche à l'écran. Franck Alizio a toutes les qualités pour devenir maire de Marseille. Vous aimez Marseille, vous venez de le dire. Pourquoi vous n'êtes pas présenté en tant que député à Marseille et du côté de Marignane plutôt? Parce qu'il y avait des enjeux, parce qu'il y avait les personnes qu'il fallait à Marseille pour relever ces défis. Et puis parce que vous savez, aujourd'hui, Marseille, c'est aussi une métropole. Quand Marseille se meurt, c'est toute la Provence qui se meurt. C'est un côté stratégique, vous vous êtes dit j'ai plus de chances d'être élu du côté de Marignane que de Marseille? Non, vous savez, je veux dire, la circonscription dans laquelle on me proposait également de me présenter à Marseille, je pense on l'a perdu à 300 voix et probablement par un bourrage d'urne, un grand classique de cette ville, on l'aurait gagné. Donc non, l'idée c'est, moi je réagis, enfin, les délinquants, les criminels, les problèmes ne connaissent pas les frontières de Marseille. C'était la première circonscription. C'était le 11e et le 12e arrondissement. Pour l'instant, on ne voit pas beaucoup à Marseille. En revanche, on voit beaucoup Stéphane Ravier, qui est passé à Reconquête. Avant, il était au Rassemblement national. Il est très haut dans notre dernier sondage concernant les intentions de vote pour 2026. Est-ce que ce n'est pas un gros caillou dans votre chaussure, dans votre course à la mairie de Marseille? Non, pas du tout. Pour le coup, vous savez, aujourd'hui, le parti pivot, le parti qui représente l'opposition et l'alternance à Marseille comme ailleurs, c'est le Rassemblement national. On changera les choses et on fera l'alternance et on créera la surprise à Marseille autour du Rassemblement national. Que ceux qui veulent nous rejoindre, et je parle surtout aux électeurs, tambouille politique, voilà, encore une fois, hein, la politique, quand on parle de chez soi, ça prend aux tripes. Donc non, moi, ce qui m'intéresse, c'est, j'ai pas de problème particulier avec les uns ou les autres. Je suis concentré. Si j'y vais, quand même, si j'y vais, je serai. Non, si j'y vais, les électeurs, ils sont de partout, vous savez, les orphelins de la droite, les orphelins... deux candidats d'extrême droite, est-ce que ça passerait? Ça va être compliqué. Je ne suis pas un candidat d'extrême droite, je suis un candidat de rassemblement qui rassemblera bien au-delà de sa propre famille politique et qui rassemblera également tous les déçus. Rassembler jusqu'à la droite, alors, parce que... Tous les déçus de la droite qui n'auront pas de candidat, puisqu'il y aura deux candidats, M. Payan qui représente la gauche, M. Macron qui représente M. Macron, lapsus révélateur, M. Muselier qui représente les macronistes. Alors, vous voyez, M. Muselier ou Mme Martine Vassal, c'est pas encore très déterminé. Ou Madame Roubache, vous avez raison. Donc, Madame Roubache, est-ce que vous pouvez passer ou est-ce que vous comptez vous allier avec la droite traditionnelle pour passer ou pas? Ah, c'est à la droite traditionnelle de se poser la question. Aujourd'hui, il y a un vaisseau. Gérald Darmanin, vous le connaissez bien quand même. Aujourd'hui, il y a un vaisseau amiral qui s'appelle le Rassemblement national et surtout, et c'est là que se pose le problème, il y a une cogestion de cette ville. Cette cogestion, elle est socialo-macroniste. Cette ville, elle n'est pas que gérée par M. Payan. Elle est un petit peu gérée par Anne Vassal. Elle est un petit peu gérée par M. Muselier. Elle est un petit peu gérée par M. Macron et par M. Darmanin. Cette ville, elle est un peu sous tutelle des macronistes, vaguement gérée par les socialistes. La faillite aujourd'hui de Marseille, elle est socialo-macroniste. Donc, par définition, tous les électeurs déçus, tous les électeurs qui ne veulent pas se fondre dans le macronisme, ils auront une liste, une candidature d'ouverture, une liste d'ouverture qui sera la liste du Rassemblement national et qui ira bien au-delà de ça. Ce sera la liste de tous les Marseillais. Est-ce qu'une réforme pour de la fameuse loi Paris-Lyon-Marseille, on pense à réformer cette loi, enfin le gouvernement y songe, avec l'idée qu'il y ait un Marseillais, un vote, donc on en finit avec cette élection indirecte à 3 tours. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que ça, dans vos calculs, ça vous avantagerait ou pas? Alors, je regarde ça. Nous regardons ça de près avec Marine, avec Jordan, parce que ce sera un projet de loi qui passera à l'Assemblée, on ne sait quand. L'idée de un Marseillais, une voix, un Lyonnais, une voix, un Parisien, une voix, ça nous séduit. Mais il faut voir le projet. Parce que plus le projet se rapproche des municipales, et plus on a peur des magouilles. Et surtout, moi, je voudrais qu'il y ait un projet, c'est un projet anti-fraude, anti-magouille,
en petits arrangements entre amis à Marseille. On a trop souffert dans cette ville d'être la capitale de la fraude. C'est la dernière grande ville où on fraude de manière éhontée. Donc j'ai envie de vous dire, si le projet de loi, si le mode de scrutin est le plus transparent et le plus honnête possible, eh bien on votera pour. Mais quand j'entends le macroniste Renaud Muselier dire, je ne sais plus dans quelle colonne, peut-être les vôtres, dire le mode de scrutin qui fonctionne, c'est celui qui nous empêcherait d'avoir un Rassemblement national à 40%. Parce qu'aujourd'hui à Marseille, il est à 40%, mais on ne fait pas un mode de scrutin, on ne fait pas des règles du jeu pour faire battre l'adversaire. C'est pas ça la politique, c'est pas ça des règles du jeu honnêtes. Donc on votera pour le projet de loi qui est le plus honnête, le plus transparent, et celui qui est le plus démocratique. On sent bien que vous avez vous donnez l'impression de vouloir vous présenter à la mairie de Marseille, municipale 2026. Quand est-ce que vous allez officialiser? Si je le savais, je vous le dirais tout de suite. Je prends mon temps, je prends le temps de réfléchir à un projet, je prends le temps de réfléchir à des équipes, je consulte. Vous savez, depuis quelques mois maintenant, on a refondé avec Éric Ledissès, le maire de Marignane, le RPR. C'est un outil dans tout ça, c'est un outil de trait d'union. Depuis qu'on a refondé le RPR, notre téléphone ne cesse pas de sonner, notre agenda ne cesse pas de se remplir. Bien, rassembler, écouter, discuter, réfléchir, et à partir de là, dans quelques mois, vous serez les premiers à en être informés, mais dans quelques mois, je me lancerai. Je trouve que c'est passionnant, mais c'est pas une décision qui se prend à la légère, parce qu'encore une fois, si on y va, c'est pour gagner. Si on y va, c'est pour redresser la ville, et ce sera un combat quasiment aussi difficile, même plus difficile que redresser la France. Vous pensez que c'est possible? On parlait de cette loi PLM entre Paris, Lyon et Marseille. Est-ce que Marseille est la ville qui a le plus de chances d'être gagnée par le Rassemblement national, selon vous? C'est la grande ville qui a le plus de chances, clairement, d'être remportée par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de connaître une véritable alternance. Je vous le dis encore, aujourd'hui, que l'on mette Payan, Muselier, Madame Roubache, je ne sais qui, à la tête, ce sera la même politique, ce sera le même échec qui continuera parce qu'ils sont déjà aux affaires. Donc oui, si Marseille veut changer, elle changera avec l'Assemblée nationale, et c'est la grande ville où on peut créer la surprise, où on peut gagner. C'est quoi le message du RPR? Vous avez fortement énervé Renaud Muselier, qui a lui-même déposé le Rassemblement pour la région sud, le RPR bis. C'était quoi le message? C'est un appel du pied aussi, encore une fois, à la droite, à vos anciens camarades? C'est quoi le message du RPR? Le message, c'est le message d'une nouvelle génération qui a pris sa première carte en 2001 au RPR. Ma toute première carte, elle était au RPR. Et qui a vu la génération précédente, celle de Renaud Muselier, tout trahir, tout abandonner. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'once d'une idée du RPR dans le macronisme. Et il est au bureau exécutif de Renaissance. On ne peut pas être plus macroniste que M. Muselier. Oui, peut-être Mme Roubache. Et nous, on a vu comme ça cet héritage se dilapider. On a vu le drapeau jeté à terre et on s'est dit, on va le relever. On va reprendre les idées. Et les idées aujourd'hui du RPR, elles sont compatibles. Les idées du RPR des années 80, 90 sont complètement compatibles avec celles défendues par Jordan Bardella et par Marine Le Pen. Donc faisons un bout de chemin ensemble, construisant l'alternance ensemble. C'est ça le message. Mais plus que compatible, c'est les mêmes. Jacques Chirac a toujours fait obstacle au Rassemblement national, et pourtant Renaud Muselier a fait partie du gouvernement, d'un des gouvernements Chirac. Il a été ministre, il était adhérent au RPR. Oui, évidemment. Est-ce qu'il n'est pas plus légitime? Et aujourd'hui, j'étais également adhérent du RPR. Je vous le dis encore, en quittant et en allant chez le macronisme, qui est un mélange de socialisme et de centrisme, il a tout trahi. Et puis, attendez, moi j'ai grandi dans une région qui a été co-gérée par le RPR, l'UDF et le Front National, sous la présidence d'un certain Jean-Claude Gaudin. Donc, je ne vois pas cette histoire de... et Chirac était parfaitement au courant. Chirac était à l'époque le patron de l'opposition, et il a laissé faire, et il a encouragé Jean-Claude Gaudin à le faire. Alors, ne réécrivons pas l'histoire. Voilà. Le RPR, l'UDF et le Front National à l'époque ont gouverné ensemble. Ils avaient des valeurs et des idées communes. Aujourd'hui, c'est la même chose. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vivre dans le passé? Est-ce que vous n'allez pas ressortir les mêmes recettes des années 90? Pas du tout. Vous n'êtes pas un jeune ancien, monsieur Alizio? Pas du tout, pas du tout. Je veux dire, les idées aujourd'hui... Les idées de rupture sont toujours des idées, les idées de demain. Je veux dire, changer la politique, la même politique qui a été faite depuis 30 ans, que ce soit à Marseille ou au national, c'est par définition être moderne, c'est même quelque part être révolutionnaire. Car la vraie rupture, elle se fera en 2026 à Marseille, en 2027 au niveau national,
avec le Rassemblement national, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et par définition, je vous dis, hein, c'est la rupture, donc c'est les idées de demain. Regardez, même Emmanuel Macron rejoint nos idées. C'est bien que ce sont les idées de demain. Dernière question, Aurélien. Oui, sur Marseille en grand, il y a quand même eu 5 milliards d'investis dans Marseille, enfin qui sont en train d'être investis dans Marseille. On a une ministre, carrément une ministre de Marseille, Sabrina Agresti-Roubache. Est-ce que finalement le gouvernement en fait pas déjà beaucoup, assez pour Marseille? Est-ce que ça ne vous met pas en position de faiblesse d'avoir un tel investissement du président, de la majorité pour Marseille? Pour quel résultat? Jusqu'à quand on va se moquer des Marseillais? Les Marseillais se rappellent qu'en 2013, oui, c'était encore à l'époque de Hollande, d'ailleurs M. Macron était au cabinet de M. Hollande, on avait annoncé également un plan de plusieurs milliards d'euros. Il n'est jamais arrivé. Il n'est jamais arrivé. Ouais, il y a des prêts garantis. On commence à voir le tramway qui se construit, les écoles qui sortent de terre, tout ça c'est du concret. Les écoles, c'est moins qu'assez vite par rapport au plan de la présente majorité. Parfois on a envie de dire au secours, rendez-nous Jean-Claude Gaudin. Si le plan école de Jean-Claude Gaudin, le fameux PPP, la partenariat public-privé, avait été mis en place, aujourd'hui toutes les écoles seraient refaites. Alors il y a de l'argent quelque part, on ne sait pas où il est, il y a de l'argent quelque part, il n'est pas dépensé, il n'est pas investi pour les Marseillais, on ne le voit pas sur le terrain. Pour l'instant, Marseille en grand, tout ce qu'on voit de Marseille en grand, c'est Marseille en grand banditisme. Moi j'aimerais que Marseille en grand commence par Marseille en ordre. La priorité première dans cette ville, c'est la sécurité. Franck Alizio, merci beaucoup. On comprend que vous serez sur la ligne de départ, comme l'a dit Lionel Royer-Perrault, pour les municipales 2026, c'est bien ça? Je vous dirai ça dans quelques mois. Merci d'avoir été l'invité de Marseille Politique, l'événement en partenariat avec la Provence. Merci à toi Aurélien. Vous restez avec nous sur BFM Marseille Provence, on se retrouve dans un instant. À tout de suite.